messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de l'émission Le Monde du droit consacré aujourd'hui à la responsabilité pénale des anciens présidents en République démocratique du Congo entre protection nationale et vulnérabilité internationale. Tel est le titre du livre de Maître Adolphe Mokото-Mouaya, livre que nous avons présenté dans notre dernière rubrique des plumes et des racines juridiques. Et nous vous avions promis de recevoir l'auteur pour parler un peu plus en détail de son livre. Chose faite aujourd'hui, nous recevons donc depuis New York Maître Adolphe Mokото-Mouaya. Nous allons parler de son livre. Nous mettrons en exergue la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant des avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Avec nous donc, Maître Adolphe Mokото-Mouaya depuis New York. Avec nous donc depuis New York aujourd'hui, Maître Adolphe Mokото. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous sommes heureuses de vous recevoir dans le cadre de cette émission Le Monde du droit et aujourd'hui nous parlons de votre livre. Vous êtes donc avocat au barreau de Kinshasa-Matete, mais vous êtes également actuellement donc aux études post-universitaires à l'université de New York. Vous avez écrit ces livres pour quelles raisons? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ces livres? Merci beaucoup, madame, pour m'avoir invité pour essayer de parler de cet ouvrage. La motivation m'est venue après avoir fait le constat de la consécration de l'impunité par le fait de la loi du numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République. En effet, dans cette loi, il y a des dispositions qui prévoient que les anciens présidents de la République ne peuvent faire l'objet de poursuites pénales. Matérialiser cela en écrivant ces livres pour essayer de me poser les questions du comment est-ce que l'on peut arriver à décréter l'impunité d'un ancien président de la République et quelles sont les motivations et quels sont les dangers à pouvoir arriver à cette impunité, à instaurer des mécanismes qui fassent que non seulement les anciens présidents ne peuvent être poursuivis pour le fait pendant l'exercice de leurs fonctions, mais aussi que ces anciens présidents soient protégés de la même façon que le président en fonction. Voilà en quelques mots la motivation du fait que j'ai écrit cet ouvrage. Donc, le président en fonction, en fait, sont protégés de quelle manière par rapport aux anciens présidents? Ce n'est pas de la même manière. De la même manière. On a l'impression que quand on devient ancien président de la République, on est davantage protégé que le président en fonction. Cela peut se remarquer à travers la loi que j'ai citée, la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents, qui, dans son article 7, prévoit une immunité totale pour tous les faits ou les immunités de poursuite totale pour tous les faits que les anciens présidents auraient commis alors qu'ils étaient présidents de la République, mais aussi cette loi va plus loin en décrétant une sorte de protection quant aux infractions que les anciens présidents auraient commis en dehors de la fonction du président de la République ou pendant qu'ils ne sont plus présidents de la République, allant jusqu'à prévoir la procédure similaire à celle prévue pour la poursuite des anciens présidents. Je pense que cette façon de faire les choses démontre à suffisance que les anciens présidents sont davantage et mieux protégés que les présidents en fonction qui, du reste, sont poursuivables en vertu de l'article 166, 164, 165, 166 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et les anciens présidents, donc devenus sénateurs à vie, sont donc pas pénalement poursuivables ni responsables de crimes qu'ils auraient commis pendant qu'ils étaient en fonction. Vraiment aucun crime ou bien il y a quand même moyen de le poursuivre avec d'autres mécanismes? Ils sont immunisés totalement et de façon absolue pour tous les crimes qu'ils auraient commis pendant qu'ils exerçaient les fonctions du président de la République. L'article 7
dit « Tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. » Donc, tous les actes immunisés complètement. Par contre, il y a un bémol. L'article 8 de cette même loi prévoit que pour les autres infractions que le président aurait commises en dehors de ses fonctions de président de la République ou après qu'il ne soit plus président de la République, pour ces cas de figure, les anciens présidents font l'objet de la procédure qui est similaire à celle prévue pour les présidents en fonction, c'est-à-dire qu'il faut que les poursuites soient votées par le Parlement réuni en congrès avec une majorité de 2/3 pour autoriser justement les poursuites judiciaires contre les anciens présidents pour les faits qu'ils auraient commis en dehors de l'exercice de leurs fonctions ou après qu'ils ne soient plus présidents de la République. Mais pour les faits qu'ils auraient commis pendant qu'ils étaient présidents de la République, ils sont totalement exonérés et totalement immunisés. Il s'agit bien de la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués. Donc aussi, pas que le président de la République, mais aussi le corps constitué, les anciens. Évidemment, c'est une loi qui concerne les anciens présidents, mais aussi les autres anciens chefs de corps constitués. La seule différence, c'est que concernant la situation pénale, il ne s'agit ici que de la protection des anciens présidents de la République. Les autres chefs de corps constitués ne bénéficient que des avantages sociaux liés au fait qu'ils ont exercé des fonctions à la tête des corps constitués de la République. Et vous estimez que cette loi instaure donc une soustraction d'anciens présidents de leur responsabilité pénale. Et vous estimez en outre que des mécanismes de mise en accusation de cette loi sont plus verrouillés. De quelle manière? Effectivement, il y a deux étapes. Il y a d'un côté la soustraction express qui peut être constatée par l'article 7 qui immunise totalement les anciens présidents de la République pour les faits qu'ils auraient commis alors qu'ils étaient présidents de la République. Deuxième chose, c'est que pour les faits que les anciens présidents auraient commis en dehors de l'exercice de la fonction du président de la République, par rapport à cela, il y a un mécanisme qui est prévu, qui est similaire à celui prévu pour les présidents en fonction, c'est-à-dire que pour poursuivre un ancien président de la République qui commet une infraction alors qu'il n'est plus président ou qui aurait commis une infraction en dehors de l'exercice de la fonction du président de la République, il faut, comme je l'ai dit tantôt, la réunion du Congrès qui doit voter les poursuites contre ce président, cet ancien président, à la majorité de 2/3. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui sont prévues. Il y a d'abord la soustraction. Les anciens présidents, pour les faits commis alors qu'ils étaient présidents de la République, aucune poursuite n'est autorisée. Et pour les faits qu'ils auraient commis alors qu'il n'est plus président ou en dehors de l'exercice de la fonction du président de la République, les poursuites sont possibles, mais à condition qu'il y ait l'autorisation du Parlement réuni en congrès par une majorité de 2/3 des votes pour autoriser le procureur de pouvoir poursuivre les anciens présidents. Cette protection, pour vous, est donc excessive et fait face aussi donne lieu donc à une vulnérabilité internationale à laquelle sont exposés ces anciens présidents, enfin les anciens présidents élus de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que je trouve effectivement qu'il s'agit d'une protection excessive, surtout celle prévue à l'article 7 qui immunise totalement et de façon absolue les anciens présidents de la République pour les faits commis alors qu'ils étaient présidents de la République. Par rapport à cela, la Cour pénale internationale ou la justice pénale internationale peut estimer qu'effectivement l'État congolais organise le fait d'éviter justement de ne pas poursuivre les anciens présidents. Et cette façon de faire peut être vue comme la volonté de soustraire les anciens présidents de la République de leur responsabilité pénale. Et à ce titre, et en vertu du principe de complémentarité ou de subsidiarité de la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale ou la justice pénale internationale peut estimer que
l'État congolais bloque la machine judiciaire contre les anciens présidents de la République et la Cour peut se saisir ou le procureur peut se saisir en vue de pouvoir poursuivre tous les faits qui rentrent dans la compétence de la Cour pénale internationale du fait des infractions que les anciens présidents de la République auraient commises alors qu'ils exerçaient les fonctions du président de la République. Et donc, par dire qu'effectivement, il y a une sorte de vulnérabilité qui naît par le fait de la protection nationale et qui donne justement l'occasion à la justice pénale internationale de pouvoir s'intéresser à la question congolaise pour ne pas laisser les infractions qu'auraient commises les anciens présidents de la République impunissables. Vulnérabilité internationale à laquelle, paradoxalement, les anciens présidents élus sont exposés. D'ailleurs, on insiste souvent président élu dans cette loi. C'était nécessaire? En effet, c'était nécessaire parce que la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit l'élection du président de la République. Et donc, si un président vient par un coup d'État, il ne sera non seulement pas légitime, mais il ne pourra pas bénéficier des avantages que prévoit cette loi. Et c'est par rapport à cela qu'on prévoit qu'il doit s'agir d'un président qui soit démocratiquement élu et qui, par conséquent, va bénéficier de tous les avantages liés à la fonction du président de la République. Et donc, cette vulnérabilité internationale à laquelle, paradoxalement, sont exposés des anciens présidents élus est tout de même limitée du fait de cette double limitation de la compétence, des compétences de la Cour pénale internationale, compétences matérielles, mais également temporelles. Elle ne peut pas aller au-delà des crimes commis qui ont été commis avant l'entrée en vigueur du statut de la Cour pénale internationale. Et il y a une catégorie de crimes spécifiques que la Cour pénale peut connaître. Donc, il y a une vulnérabilité internationale à laquelle ils sont exposés, mais cette vulnérabilité est quand même pas totale, elle est vraiment limitée. Par rapport aux compétences matérielles, enfin la compétence temporelle et matérielle de la Cour pénale internationale. Oui, d'abord, il faudra poser le principe. Le principe, c'est qu'en matière de crimes, lorsqu'un État n'est pas en mesure de juger ses citoyens ou encore lorsque l'État organise l'impunité par rapport à ses citoyens, cela donne automatiquement l'accès à la justice pénale internationale lorsque ces crimes relèvent effectivement de la compétence de la juridiction internationale qui devra juger. Dans les cas d'espèce concernant cette question de l'impunité des anciens présidents de la République, le principe voudrait que ce soit les juridictions nationales qui puissent connaître de ces questions. Lorsque nous lisons l'article 10 même du statut de la Cour pénale internationale, il est prévu où la priorité est donnée aux juridictions nationales de pouvoir juger leurs ressortissants. Mais alors, il y a aussi un principe qui est rattaché au fonctionnement de la Cour pénale internationale, celui de la complémentarité ou de la subsidiarité, qui veut que la Cour vienne en dernier ressort lorsque la Cour constate qu'effectivement, au niveau national, il y a soit l'incapacité de pouvoir juger, soit la volonté de refuser de pouvoir juger les individus. Et la Cour peut constater que par le fait d'avoir voté et promulgué la loi du 26 juillet 2018 pourrait constituer la volonté de l'État congolais de ne pas poursuivre les anciens présidents pour les faits ou les crimes qu'ils auraient commis alors qu'ils exerçaient les fonctions de président de la République. Mais alors, lorsque nous entrons dans le cadre de la Cour pénale internationale, effectivement, il y a aussi des limitations parce que la Cour ne peut être compétente que par rapport aux infractions qui sont prévues. En effet, l'article 5 du statut de la Cour prévoit que la Cour n'est compétente que pour le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Il faut, pour que la Cour devienne compétente, que l'on puisse retrouver dans le chef des anciens présidents des faits qui soient similaires ou qui soient des faits qui sont prévus par les statuts de la Cour pénale internationale. En dehors de ces faits-là, même si le président de la République aurait commis des crimes, exemple des crimes économiques, la Cour ne peut pas être compétente. Mais aussi une autre chose, si les crimes commis par les anciens présidents de la République
remonte d'avant l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire au 1er juillet 2002, la Cour non plus ne peut connaître des faits qui ont été commis avant son entrée en vigueur. Et donc, par rapport à cela, on peut effectivement constater qu'en dépit du fait que la Cour peut se saisir d'une question nationale congolaise par le fait que la justice nationale ne peut pas juger un ancien président, mais cette Cour elle-même est limitée aux infractions qui sont prévues par son statut, principalement l'article 5 qui prévoit les infractions ou les crimes internationaux pour lesquels la Cour pénale internationale est compétente. Cette loi a encore mis un verrou par rapport à l'article 9 d'ailleurs, en matière de crimes contre la paix et la sécurité. Hein. L'article 9 dit exactement ceci, en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par tout ancien président de la République élu, hein, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Donc c'est un peu ce que vous venez de dire tout à l'heure. Oui, en réalité, une loi nationale congolaise ne peut pas emporter sur une loi ou une convention internationale. La RDC a ratifié le statut de la Cour pénale internationale et en tant que telle, toutes les dispositions de la Cour pénale internationale doivent s'appliquer de façon automatique au niveau de l'ordonnancement juridique national congolais. Et donc, par rapport à cela, cette disposition n'ébranle en rien les dispositions de la Cour pénale internationale. Cela veut dire que si un président de la République ne peut pas être jugé au niveau national, bien qu'il aurait commis un crime international, la Cour pénale internationale peut constater les refus ou la volonté de l'État de ne pas le juger et la Cour a la compétence de pouvoir connaître de cette question dès lors que les faits commis rentrent dans le cadre des infractions prévues dans le statut de la Cour pénale internationale. Vous estimez que l'abrogation, ne serait-ce que la modification de certaines dispositions de cette loi rendrait moins vulnérables les anciens présidents de la République sur le plan international. Comment? Je pense que d'abord, il faut dire que cette loi a deux aspects. Il y a l'aspect de la protection pénale par rapport aux anciens présidents de la République, mais il y a aussi l'aspect social qui peut être maintenu. C'est-à-dire qu'à mon entendement, la loi, elle peut soit être modifiée, soit carrément être abrogée. Pourquoi est-ce que je pars de la considération que cette loi doit être abrogée? Parce que cette loi donne l'occasion ou une raison à la justice pénale internationale de trouver le motif de constater qu'effectivement, en République démocratique du Congo, l'État congolais organise l'impunité des anciens présidents de la République pour les faits ou les crimes qu'ils auraient commis alors qu'ils exerçaient les fonctions de président de la République. Et par rapport à cela, si cette protection continue à exister, la vulnérabilité va aussi, du point de vue international, va aussi continuer à exister par le fait que la Cour pénale internationale va être compétente pour les faits qui rentrent dans le cadre de sa compétence matérielle en tant que juridiction pénale internationale. Mais alors, si aujourd'hui on supprime cette loi, cela aura un grand avantage par rapport aux anciens présidents eux-mêmes. Parce que, premièrement, cela permettra à ce que les anciens présidents soient jugés dans leur pays en toute dignité, alors que s'ils sont jugés au niveau de la Cour pénale internationale, on n'aura pas égard au fait qu'il s'agit des anciens présidents. Ils vont être jugés comme le commun des mortels, sans immunité, sans privilège de juridiction. Ils vont être jugés comme tous les autres criminels présentés devant la Cour pénale internationale. Au niveau national, ils vont bénéficier des privilèges des juridictions, des privilèges de poursuite. Il ne pourra pas, l'ancien président, être jugé comme un vulgaire citoyen ou comme n'importe quel citoyen ordinaire. Et donc, il sera jugé en tenant compte du fait qu'il s'agit d'un ancien président et en tant que tel, il y aura des honneurs qui seront organisés par rapport au fait qu'il s'agit d'un ancien président de la République. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsqu'il est en face d'un juge congolais, le juge congolais les traitera avec dignité parce qu'il aura en face de lui quelqu'un qui aura à un certain moment de l'histoire de notre pays conduit à la destinée de ce pays. Et donc, ça ne sera pas la même appréhension par rapport à un juge étranger qui va considérer un ancien président de la République démocratique du Congo comme n'importe quel criminel qui est présenté devant lui. Et donc, par rapport à cela, nous avons plus intérêt à supprimer cette loi pour protéger, dans le vrai sens du mot, les anciens présidents de la République,
plutôt que maintenir cette loi et les rendre vulnérables parce qu'ils peuvent être cueillis à tout moment par la justice pénale internationale et être jugés comme des vulgaires bandits au même titre que les autres. Et la troisième chose, naturellement, consiste par le fait que les anciens présidents de la République ont une certaine honorabilité qu'il faudra absolument sauvegarder. Et à ce titre-là, je pense que pour toutes ces raisons, il va falloir supprimer cette loi en vue de permettre à la justice nationale de pouvoir faire son travail. Et enfin, la quatrième chose, la suppression de cette loi permettra de pouvoir consacrer l'article 12 de la Constitution qui effectivement prévoit l'égalité de tous les citoyens congolais devant la loi et l'égale protection de la loi par rapport aux Congolais. Et donc, on ne peut pas concevoir que dans un État qui ait une catégorie de personnes, anciens présidents de la République soit-il, qui soient exonérés totalement des faits qu'ils auraient commis alors qu'ils avaient la charge de la République, par rapport aux autres citoyens congolais qui peuvent être jugés pour les faits infractionnels. Et donc, la suppression de cette loi nous ramènera justement au respect de l'article 12 sur l'égalité de tous les Congolais devant la loi. C'est un peu ça ce que je peux dire par rapport au fait que je soutiens que cette loi soit supprimée, mais pas une suppression totale. Peut-être qu'on peut garder les aspects sociaux parce qu'il s'agit quand même des anciens présidents de la République qui doivent être protégés comme cela se passe dans tous les pays du monde. Là, on est presque à la fin. C'était juste parce qu'on ne peut pas tout dire aussi du livre parce que laissons quand même aux personnes qui aimeraient bien le lire tout entier de s'en procurer et puis de découvrir tout ce que vous évoquez là-dedans. Et pour conclure, qu'est-ce que vous pourrez dire par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à votre livre, par rapport à cette motivation qui vous a poussé à écrire ces livres et par rapport à vos espérances, vu la loi 18/021 du 26 juillet 2018. Mot pour conclure. Bon, d'abord, je tiens à vous remercier personnellement, Madame Zaina, de l'opportunité que vous m'avez offerte là de pouvoir expliquer brièvement le contenu de cet ouvrage qui est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'aspects techniques qui sont invoqués dans cet ouvrage qui part des juridictions nationales à la juridiction internationale qui est la Cour pénale internationale, qui explique les différentes subtilités et les différents principes qui sont posés, notamment le principe de l'égalité de tous devant la loi, le principe de la responsabilité du chef hiérarchique, où on démontre comment cela fonctionne, l'incompatibilité de cette loi par rapport à la Constitution. En réalité, en bref, il y a tous ces éléments qui sont réunis et qui donnent des éléments nécessaires pour pouvoir comprendre la motivation qui m'amène à la conclusion que cette loi doit au minimum être modifiée et en vue d'élaguer les articles 7, 8 et 9 ou encore au maximum être carrément supprimés pour permettre à ce que les anciens présidents de la République, quel que soit ce qu'ils auraient fait, puissent être jugés si il y a des faits qui pèsent contre eux, qu'ils soient jugés de façon honorable, avec prestige, parce qu'ils auraient servi d'une façon ou d'une autre le pays. Et donc, c'est avec ces sentiments que je conclue mes propos, tout en vous réitérant mes remerciements et en invitant les Congolais ainsi que les Africains à pouvoir jeter un coup d'œil sur cet ouvrage, car il y a beaucoup d'éléments qui sont développés en des termes clairs pour permettre à des personnes qui sont non seulement juristes, mais à tout le commun des mortels de comprendre la pertinence et la quintessence de ce que nous avons mis dans cet ouvrage. Merci beaucoup, Maître Adolphe Mopotou, pour votre disponibilité, d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous remercions, Madame, Monsieur, d'avoir suivi cette mission. Donc, nous recevions depuis New York Maître Adolphe Mopotou Mobaya, auteur du livre Responsabilité pénale des anciens présidents
en RD Congo entre protection nationale et vulnérabilité internationale. Avec lui, nous avons essayé de décortiquer un tout petit peu son livre, mais si vous voulez vous en procurer, nous vous donnerons les coordonnées nécessaires. Merci de votre attention et nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Le Mot du Droit. Au revoir et à la prochaine. Nous mettrons en exergue de la loi numéro 18/021. Effectivement, il y a une sorte de vulnérabilité qui naît par le fait de la protection nationale et qui donne justement l'occasion à la justice pénale internationale